Bienvenue à vous toutes et à vous tous, amants et amantes de la lecture. Voici votre émission, le rendez-vous de la lecture. Aujourd'hui, nous avons une émission assez chargée. Je vais donc immédiatement commencer l'aspect information et nous aurons comme invité M. Christian Morissonneau, historien, puis vous allez voir quelqu'un qui s'y connaît, disons, qui connaît notre région passablement, et puis même, je pourrais dire, qui connaît notre région énormément. Fait que je commence immédiatement. On va commencer par une activité qui va avoir lieu le 6 juin au parc Lebel à Repentigny. Il s'agit du spectacle musical du parc organisé par le Carrefour de poésie de la Naudière. Donc, le 6 juin, au parc Lebel, à compter de 19h30, vous êtes invité à un spectacle musical. J'ai ici le dépliant et on me dit que vraiment, ça va être, la présidente d'honneur est Mme Lise Lavallée, députée de la région. Il va y avoir comme invité M. Lucien Miron, poète. Samara, un auteur-compositeur de l'Assomption, le groupe musical Class and Funk, donc on a de la musique un peu pour tous les genres. Jonathan Walsord, interprète de Saint-Damien, le groupe de Catherine Lemay de Repentigny, Joanne, mais là je viens de découvrir moi-même ici, une résidente de Berthierville, Mme Joanne Sliger, auteure, compositrice, interprète. Steve Gagnon, un humoriste de Saint-Félix-de-Valois. Gabrielle Girard, auteure, compositrice, interprète de Repentigny. Michel Gauthier, poète de Charlemagne. Marie-Ève Varin, interprète de l'Assomption. Claire Delune, c'est un interprète de Terrebonne. Jean-Pierre Rivet, un ami, puis un poète de Saint-Charles-de-Borromée. Sophie Quérion, de Repentigny. Puis comme invités spéciaux, c'est Colette, André et les autres. Colette Plante et son groupe. Donc, comme invités spéciaux, c'est Colette et son groupe de musique de Saint-Hilaire-de-Loyola. Donc, ceux qui aiment à la fois beaucoup de musique et entremêlée d'un peu de poésie, ça se passe au parc Lebel à Repentigny à compter de 19h30 le 6 juin. Étant donné que notre émission s'appelle Le rendez-vous de la lecture, eh bien, j'ai beaucoup de lancements de livres ou de nouveaux livres à vous faire découvrir. Bon, le 28 mai, M. Louis Trudeau lançait son livre « Les fonds de la rivière Bayonne et de ses affluents ». Donc, on connaît M. Louis Trudeau par son implication, disons, sur le plan environnemental. Le livre contient, c'est plein de photos et de renseignements des plus instructifs sur ce cours d'eau de la région. Également, du 7 au 20 juin, des photos apparaissant dans l'œuvre de M. Trudeau seront exposées à la chapelle des Cuthberts. Bon. Il faut oublier que le 28 mai, le lancement s'effectue à la bibliothèque Léopold Desrosiers de Sainte-Geneviève de Berthier. Donc, je répète le nom du livre. Il s'agit « Les fonds de la rivière Bayonne et de ses affluents ». Le livre se vend 20 $. Puis les photos sont des photos en couleur. Donc, c'est vraiment un livre passionnant au niveau découverte et également au niveau de la beauté du livre. Deuxième livre que je vous suggère, c'est Révélation. Livre écrit par Mme Claudette Morin.
Il s'agit de son quatrième écrit, mais son premier roman. Avant, elle a touché à la poésie et à la nouvelle. Mais là, c'est son premier roman qui s'appelle Révélation. Donc, ce livre-là, disons, est disponible à la bibliothèque, pas à la bibliothèque, à la librairie René Martin. Mon nouveau regard, ça c'est le troisième livre. Mon nouveau regard, c'est un livre écrit par Mme Émilie Coutu. C'est un livre qui va vous saisir. Vous allez voir, vous allez savoir pourquoi. Il s'agit premièrement de son premier ouvrage à Mme Coutu. Dans ce livre, elle partage avec les lecteurs son aventure singulière. Parce que victime d'un accident d'auto, elle restera dans le coma pendant 4 mois. Elle émergea de son coma et entreprit aussitôt sa guérison avec ténacité et espoir. C'est cette espérance qu'elle veut partager avec celles et ceux qui liront ce livre. Donc, un message d'espoir. Il y a quand même quelqu'un qui a quand même vécu une période extrêmement difficile en étant dans le coma. Et en s'extirpant du coma et avoir cette volonté de partager cette victoire avec d'autres, donner à des gens qui vivent des situations difficiles de garder espoir. Quatrième livre, c'est un livre trouvé un peu spécial à ce moment-ci. Le quatrième livre dont je vais vous parler, ça s'appelle Biz, B-I-Z-Z. C'est un livre écrit par Jessica Kimpton. Il s'agit d'une lointaine, très lointaine, je pourrais dire, arrière-petite cousine. Il s'agit d'un livre qui s'adresse aux adolescents de 12 à 16 ans. C'est publié à la maison d'édition Plume et Sarcelles. Cinquième livre. Ça s'appelle Amour et patriotisme. Un livre écrit par M. René Forget, paru aux éditions Michel Brûlé. Et puis M. Forget, lui, j'ai pu faire quelques petites recherches. Il a écrit beaucoup de livres au sujet des filles du roi et de leur descendance. Comme parmi ses œuvres qu'il a écrites par le passé, on retrouve Eugénie, fille du roi, paru en 2006, Cassandre, fille d'Eugénie en 2007, ainsi que Eugénie de Beau-Royal en 2007, Cassandre de Marseille à Charlebourg en 2008, Étienne, la femme du forgeron, 2009, Étiennette de la rivière Bayonne, 2010, Émeline, la rencontre du destin, Émeline, la filleule de la Dima, et puis finalement son dernier dont je vous ai mentionné tout à l'heure, Amour et patriotisme. Maintenant, sixième livre. Ça s'appelle Tuer les fantômes, de Patrick Boulanger, paru aux éditions des Écrits des Forges. Et pourquoi je mentionne ce livre? Parce que l'auteur s'est mérité le prix Gérald Godin. Tout le monde connaît M. Gérald Godin, grand poète qui a déjà été dans la politique québécoise. Septièmement, les autres écrits des éditions des Forges. Donc, il y a des livres bilingues, c'est-à-dire français et espagnol. On sait que les éditions des Écrits des Forges ont un lien très intense avec des maisons d'édition mexicaines. Donc, souvent, il y a des œuvres écrites en français qui sont traduites en espagnol et les deux langues se retrouvent dans le même livre. Et c'est le cas du livre que je vais vous mentionner,
après les mots, en espagnol, excusez mon espagnol, mais después ni las palabras est un hommage bilingue français-espagnol à l'œuvre de Nicole Brassard, qui s'est mérité plusieurs prix tout au long de sa carrière d'écrivaine, notamment le prix du gouverneur général, le grand prix du Festival de poésie de Trois-Rivières, et ce, à 2 occasions, le prix Monde-Sud du Conseil des arts du Canada. L'autre livre s'appelle Flameur du vent de Valeriu Stancu. C'est un poète roumain. Une poésie qui touche à l'universel en partant de la vie intime de l'auteur. C'est ce qu'ont écrit des gens qui ont lu le livre. Un autre livre bilingue aussi, Port brûlé, Puerto Calcinado, de la poète colombienne Andrea Cold. Poésie à la jonction de l'enfance et de souvenirs qu'on en garde. Un autre livre, Lèvres urbaines 47, de Bernard Posier, directeur littéraire des éditions des Écrits des Forges, et d'Alexandre Trudel. Par leurs mots, les deux poètes nous entraînent dans leur évocation de la musique de Pink Floyd et de King Crimson. Finalement, un tout dernier livre que je voudrais vous partager. Il s'agit du livre de Mme Sylvie Brien, qui vient de faire paraître 3 livres. L'homme de qui, Valentin et La voix de Zara. Encore une fois, ces livres-là, nous pouvons les retrouver à la librairie Martin de Joliette. Maintenant, j'ai hâte de vous présenter notre invité, M. Christian Morissonneau. À bientôt. Bonjour, je m'appelle Paul Savoie. Vous écoutez CTRB. Bonjour, chers téléspectatrices et chers téléspectateurs. Comme mentionné dans l'introduction, j'ai le grand plaisir d'accueillir à notre studio M. Christian Morissonneau. Bonjour. Bonjour, M. Morissonneau. Pour ceux qui connaissent très fort M. Morissonneau, j'ai ici quelques notes biographiques. M. Christian Morissonneau a étudié en histoire, géographie et sociologie à l'Université Laval et à l'Université McGill. Il est titulaire d'un doctorat en géographie historique de l'Université de Paris-Sorbonne. Il a enseigné et a été chercheur au Centre d'études nordiques à l'Université Laval. Il enseigne au département de sciences humaines à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Oui. Exemple. Depuis plus de 30 ans, M. Christian Morissonneau a été actif dans différents organismes voués au développement régional, au tourisme, à la culture, au patrimoine et à l'aménagement fluvial dans l'Anaudière et ailleurs. Conseil régional de développement, Conseil régional de la culture, Commission de toponymie du Québec, Corporation de l'aménagement de la rivière l'Assomption, bassin versant, Comité zone d'intervention prioritaire, ça c'est la stratégie du Saint-Laurent, administrateur de l'Association touristique régionale. Il est même un des rédacteurs du guide touristique annuel. Il a été également conseiller municipal durant 2 mandats à Saint-Zénon, en Matawini, administrateur au Comité national de mise en valeur du chemin du roi entre Montréal et Québec, membre de la Commission franco-québécoise sur les lieux de mémoire communs. Il est actuellement ambassadeur du Comité de concertation et de valorisation du bassin versant de la rivière Richelieu. Donc, ça vous donne une idée de la richesse de notre invité d'aujourd'hui. Maintenant, parlez-nous de votre famille et de vous. Alors, regardez, c'est assez facile. Né à Québec et a grandi. Et puis là, il n'y a rien que de l'ordinaire, papa, maman, puis le collège.
Mais ce qui va compter, qui va être... je me rappelle, je vais commencer par le commencement, il y avait 2 métiers qui m'intéressaient. C'était ou géologue ou agronome, parce que l'un et l'autre me permettraient, un, d'être dans la nature, en tout cas géologue de terrain, et agronome, d'être en campagne. Puis, le collège étant fini vers 19 ans, si je me... c'est 19, qui va savoir, une immense chance, quelqu'un me propose, si je veux travailler pour une compagnie minière, il y a de la prospection à faire, il y a une place dans une équipe qui va se déplacer dans la chaîne des Appalaches, donc au sud du Saint-Laurent, la grande chaîne de montagne qui va de la Gaspésie jusqu'aux États-Unis, puis il va jusque, évidemment, dans les cantons de l'Est, bien entendu. Et pendant 2 ans, je vais être avec une équipe, avec des gens qui cherchent une mine de cuivre. La compagnie s'appelait Beauchemin. Solico-Mine exactement. Je vais passer un hiver dans un camp de bûcherons, dans la Gaspésie intérieure, dans des cabanes en bois rond, là, avec des drilleurs d'Abitibi, puis des bûcherons qui viennent de la Gaspésie. Puis là, vraiment, je suis le plus jeune, j'ai une trentaine de professeurs, rien que pour moi, qui vont m'apprendre qu'est-ce que c'est que bûcher, qu'est-ce que c'est que défricher, puis tout ce qui va avec. Je vais apprendre beaucoup. L'année suivante, c'est-à-dire dès le printemps, on continue notre quête de la mine. Il n'y a pas un motel où je n'ai pas dormi une fois. On est allé, par exemple, tout l'arrière des comtés du bas du fleuve, du comté de Bellechasse, je ne sais pas moi, en arrière de Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Buckland en arrière de jusque dans les cantons de l'Est, au bord du lac Elmer, au bord du lac même Frémagogue, Brétien, pas loin de Valcourt, où il y avait Bombardier. Et puis on passait des instruments de géophysique pour chercher l'éventuel... Tiens, mon Mégantic, je me souviens quand il y a eu la catastrophe, le lac Mégantic à l'époque, c'était tous les 2 portes, un grill, comme on disait. Ouais, ouais. Il y avait les bûcherons qui revenaient des États, puis vraiment, mettons que c'était l'équivalent de la tuque, mettons que c'était ludique, comme on dirait aujourd'hui, ou plutôt festif même, je dirais. Puis tout ça, même Sherbrooke, tiens, les gens m'emmènent pour les auditeurs qui seront moins jeunes, il y avait un hôtel qui s'appelait le King George, il y a un autre hôtel qui s'appelait le Balmoral, près de Thetford. Les plus vieux m'emmenaient partout, j'étais comme leur je sais pas comment dire, celui qui doit apprendre. J'ai appris beaucoup, puis j'ai appris aussi l'importance d'une étude, c'est-à-dire de la vie sur le terrain, comme on dit en termes savants. Ouais, ouais. C'est-à-dire, oui, il y a une connaissance théorique, une connaissance livresque, que j'ai appris à l'université, puis j'ai passé du temps à l'université, surtout que j'aime lire. Donc les livres, l'université, mais aussi cette expérience extraordinaire que j'ai continuée. C'est pour ça que vous avez lu tantôt une longue liste de mes implications. Je crois au terrain, je crois au concret. C'est ce qui nous manque en ce moment. La plupart des politiciens, on l'entend, qui ne maîtrisent pas le lieu d'où ils parlent, le lieu dont ils parlent. Et pour ça, il n'y a pas 10 000 façons, c'est de le connaître, de le connaître. Et comment le connaître? C'est dans le fréquentant, en le connaissant d'abord, puis mon Dieu, on finit par l'aimer, à la fois le paysage, à la fois les gens, tout ça réuni. Puis bon, alors je reste 2 ans là, je rentre à l'Université de Laval, bon ça c'est les études, McGill, la Sorbonne, j'enseigne, mais l'Anaudière, c'est une histoire d'amour. C'est vraiment, là, puisque c'était par hasard. Ah oui, tiens, c'est pas par hasard. J'avais fait ma thèse de doctorat sur le nord de l'Anaudière. Puis, plus tôt encore, j'ai cassé du tabac dans la région, pas la région, dans la municipalité de Saint-Thomas. Je vais même dire chez qui. J'étais chez le président du syndicat des producteurs de tabac jaune, Jean-Paul Corriveau, pour ne pas le nommer. Je ne pouvais pas mieux tomber. Puis j'ai fait toute la ronde, comme on disait, de tabac. Je dormais même dans la cabane du chauffeur, là. Je dormais là, puis j'allais manger chez eux. J'ai fait tout, puis c'était encore la belle époque. Un boat avec un joual devant, puis nous qui cassons le tabac, qui mettons les feuilles, puis le soir, hop, et la nuit, souvent, M. Corriveau venait nous réveiller. C'est le temps, on dépend. Les séchoirs étaient prêts, il fallait dépendre tous les feux. On devrait avoir un diplôme. A fait la ronde de tabac. Ça m'a appris beaucoup. Je pense bien que c'est un des travaux les plus durs.
parce qu'on était pliés toujours. C'est pire que de planter du riz. À la limite, fallait toujours... J'ai passé à travers. Puis, donc j'ai pris le goût, puis je l'avais sûrement, et puis j'ai choisi, alors quand même, après 2 ans passés à me frotter au monde tel qu'il est, aux hôtels tels qu'elles sont, parce que les hôtels des villages et des petites villes à l'époque, c'était les hauts lieux de la culture. On allait à l'hôtel. Les gens, ils soupaient, puis après, ils allaient jusqu'au Lascaux. Je vous dis, j'ai appris beaucoup. Tout. Je reviens à la Naudière, puis là, je me suis impliqué. J'ai même habité à Saint-Zénon, au bout de la route. J'ai même été conseiller 2 mandats, parce que je connaissais l'histoire, parce que j'ai aimé ça, le raconter aux gens qui ont dit « Ben mon Dieu, lui, il a l'air de connaître notre coin. » Surtout que quand je manque de mots, pas quand j'en manque, quand je veux être sûr que le monde comprend ce dont je parle, je le dis dans les mots, dans le mot. Quand voulez-vous, quand on est magané, ou qu'une forêt est maganée, ou qu'une route est maganée, on le dit. On dit magané. Puis on dit taper la trail, etc., etc. Puis quand on dit avance ton char, on dit fronder un char. Les gens de Saint-Zénon disent ainsi. Eh bien, on le dit. Puis ainsi de suite. Vous savez qu'il y a presque un parler local dans le nord de la Naudière. Pour parler d'un jeune, on dit un maillet, une petite fille, c'est une maillèse. Il n'y a pas 10 000 endroits au Québec où on dit un maillet puis une maillèse. Ça, c'est bon. Saint-Zénon. Puis après, je me suis impliqué dans tout ce qui bouge dans la région. J'ai enseigné à l'UQAM un temps, et puis à l'UQTR, surtout le plus long, j'y suis encore. Mais c'est resté que la Naudière, vous voyez, je fais un tout petit aparté, je crois toujours au local. Je crois toujours à où habite-t-on? Qu'est-ce que ça veut dire habiter là plutôt qu'ailleurs? Et puis si on a choisi, des fois on ne choisit pas, mais au moins, la grande question, est-ce que ça a du sens d'habiter là plutôt qu'ailleurs? La Naudière, là, vous savez, il y a 60 ans, on n'aurait pas parlé de la Naudière. Il n'y avait même pas de nom. C'était la région de Joliette, à peu près de Saint-Zénon jusqu'à Berthier. Maintenant, elle existe, la Naudière. C'est très récent qu'officiellement, elle s'appelle la Naudière, c'est 87. Vous voyez, 1987. Mais j'ai eu le temps, moi j'ai été impliqué dans la culture. Très vite, dès 1984, je suis président du Conseil de la culture. Puis là, je m'implique dans tout ce qui bouge au point de vue culturel. En 1985, donc, il y a 30 ans, cet été, on sort un guide de la Naudière. Toutes les municipalités sont là, l'histoire, la géographie, les légendes, avec une carte, les noms officiels, les noms d'usage. Par exemple, à Saint-Zénon, il y a le rang de l'Arnouche. Les gens ne disent pas un autre nom que le rang de l'Arnouche. Puis c'était pas le nom officiel. Ils disent Péningue pour un autre rang. Puis il y en a un autre qu'ils appellent le rang de la graine. C'est bien évident que c'est pas écrit ni l'Arnouche, ni Péningue, ni le rang de la graine. Mais c'est l'usage. En tout cas, il y a tout ça dans ce guide-là. Ça, j'étais fier. C'était quand j'étais président. Puis j'étais au CRD, qui est devenu la CRE depuis. Je pense bien avoir... J'ai même été à la télévision communautaire de Joliette. J'ai même organisé des bingos à un moment donné pour que ça reprenne vie avec un peu d'argent. Je ne sais pas où j'ai pas été, je veux dire, en termes d'implication. Pourquoi? Parce que je voulais contribuer à bâtir, pas l'identité, ça fait un peu prétentieux, mais ce que j'ai dit tantôt, que ça ait du sens. Qu'est-ce que ça voulait dire? Tiens, en passant, justement, ça s'inscrit là-dedans, j'ai proposé que les gens de la Naudière s'appellent des Lanaudois. C'est exactement en 1985. J'ai fait une conférence de presse, j'étais président du Conseil de la culture, puis après j'ai été l'expliquer à tous les organismes. Tous les organismes ont appuyé, maintenant ça se dit assez banalement. Dans le rang basse de Roc, à Joliette, il y a une entreprise, Pomme de terre lanaudoise, c'est fait. Je vais proposer la Naudoise, c'est moi qui ai donné le nom à la Mataouini aussi, avant que la MRC prenne ce nom-là. En 1980, j'ai fait un spectacle avec des jeunes d'en haut, Saint-Michel et Saint-Zénon, des jeunes musiciens et chanteurs que j'ai appelés le rêve mataouinien, du nom de la rivière Matawan. Puis j'ai dit, il faudrait bien qu'on se donne un nom. Dans le haut, dans les hauts, c'est tous ces descendants de colons qui sont grimpés avec une hache puis une poche de fleurs. Exact. Ils ne savaient pas qu'ils ouvraient un pays, ils ne savaient pas qu'ils faisaient l'histoire. 80.
quand en 82, la MRC va être créée, il y a des maires qui vont proposer en disant, il y a eu un spectacle qui parlait de la Matawini, ça s'était jamais dit, ça a marché. Vous voyez, dans le fond, je le vois bien, surtout qu'avec un peu de recul, c'est à peu près toujours la même histoire, c'est la construction d'une identité, comme je dis, du sens de l'appartenance. Ça, c'est vrai, ça fait partie mais pas, c'est même plus qu'un goût, c'est ressenti. Avant que ce soit intellectuel, je sens ça, qu'on a besoin. On n'est pas des machines, même si des gens aimeraient bien qu'on le devienne, comme ça on serait plus docile. Puis ça, dans le fond, ça me navre des fois de voir que le monde prend la machine pour la finalité. C'est un moyen, on ne devrait jamais l'oublier. Ça peut nous accompagner, mais on ne peut pas passer autant de temps. Une machine ne nous dira jamais qui on est. Alors, etc. Je veux dire, je ne veux pas faire tout mon credo, mais ça fait partie des choses auxquelles je crois. Alors, c'est pareil pour les îles. Les îles, évidemment, ça fait partie de Ça, s'il y a un endroit que je peux comparer à un paradis terrestre, avant l'autre, si on le rejoint, écoutez, c'est unique au Québec. Il n'y a pas l'équivalent d'une centaine d'îles qui ne sont pas maganées, qui sont encore dans un très bel état, avec une MRC qui applique les règles. Puis quand je dis les îles, on peut inclure évidemment, hein, c'est les îles de Berthier de Sorel. Sorel, ça a été un peu plus occupé par la villégiature, puis peut-être un peu moins régulé, mais les nôtres. Et en plus, on n'a pas connu l'agro-business. Les cultivateurs ici n'ont jamais fait des champs de blé d'Inde à perte de vue. Ils n'ont pas bouleversé toute la campagne. Le peu de campagne qu'on a, c'est à l'échelle humaine. Quant à la nature, on n'en parle pas. J'ai même dormi dans des bateaux. Le matin, je ne savais pas si j'étais dans les nuages ou j'étais ou sur la rivière. Vous savez, le plus beau, non, c'est que c'est des radeaux. C'est tellement pas haut. En passant, c'est pas un archipel dans le lac Saint-Pierre. C'est un delta. Vous savez, le Nil, quand il se jette, le Nil, la grande rivière qui est en Égypte, qui a créé parce qu'elle inondait, donc elle inondait et qu'elle produisait un sol très riche, donc l'agriculture, donc les villes, donc l'empire égyptien, des pharaons en l'occurrence, le Nil crée un delta en se jetant dans la Méditerranée. Le Mississippi au sud fait la même chose. Ce grand fleuve, quand il se jette dans l'Atlantique, se perd en dizaines de chenaux qu'on appelle des bayous. Eh bien, nous, toutes choses égales par ailleurs, c'est la même chose. C'est le Saint-Laurent, quand il se jette dans le lac Saint-Pierre, forme un delta. Vous regardez sur une carte, et comme il est en rupture de charge, il dépose des millions de tonnes de sable et d'argile. C'est pour ça que j'ai appelé mon livre « Les filles du fleuve ». Parce que c'est le fleuve qui les construit. Ce n'est pas des îles qui sont dans le lac, c'est des îles que le fleuve amène. C'est comme s'il déposait un radeau. Puis vous regardez sur une carte, les îles ne sont pas dans le lac, elles sont dans ce qu'on appelle le delta. Je le répète là, lourdement, parce qu'il faut que ça soit clair. Il y a une petite carte dans le livre aussi. On le voit très bien. Le delta, donc, c'est les îles de Berthier de Sorel. On en a un peu plus du côté de Berthier. Puis là, on a la chance, écoutez. On a la chance. Je sais, on a ici des dizaines d'espèces d'oiseaux, des dizaines de plantes, avec un paysage qui est à nul autre pareil. Puis je le répète, qui n'a pas été magané. Vraiment. Par exemple, ici, c'est proche de la pourvoirie du lac Saint-Pierre, qui s'appelle dans l'île Madame, etc., etc. J'ai fait tous les chenaux, j'ai pris mon temps, il y a plein de photos sur l'habitat, sur la façon dont les gens vivaient. Puis vous savez, il y a quand même des choses, il y a quand même un surnom pour les gens qui habitent les îles. On les appelle des barbottes. Ça veut dire que les gens du Rang-Bayonne, par exemple, qui étaient des habitants ou des cultivateurs, comme vous voudrez, ils regardaient avec un mélange de suspicion, puis d'envie. Ces gens qui trappaient beaucoup, qui pêchaient beaucoup, qui chassaient beaucoup, ils appelaient les barbottes. Puis c'était un nom presque méprisant. Mais quand même, aussi, en passant,
les îles ont connu aussi la fièvre du foin à un moment donné, parce que le fleuve inondait. Aujourd'hui, ça se fait beaucoup moins parce que le gouvernement fédéral a décidé en 1953, en tout cas à la mi-année 50, à entretenir le chenal ouvert été et hiver. Alors, il y a beaucoup moins d'inondations. Autrefois, les îles étaient inondées. Toutes les terres basses des îles. Quoi vous dire? J'ai vu des oiseaux, regardez, 50%, juste un chiffre, je ne veux pas accabler les auditeurs, mais de toute façon, le livre est là pour leur donner plus. 50% des milieux humides du Québec sont dans les îles. C'est des terres planes qui sont soumises à des inondations, entre autres. Et regardez, il nous reste encore 3, il y a au moins 2 communes, des communes, c'est-à-dire des endroits où les gens peuvent aller faire paître des bestiaux, l'île de la Commune et l'île du Pas. Il y en a une 3e de l'autre côté, à Baie-du-Faible, de l'autre côté du lac. C'est quand même incroyable que dans ce même coin, on ait 3 communes. 3 communes. On n'en finirait pas. Alors c'est à la fois un lieu de nature, un pôle naturel, pas dégradé, mais fragile. Il faudrait qu'un mot existe dans la langue française qui dirait à la fois beauté et fragilité. Parce que c'est vraiment fragile. On est à ras d'eau, puis même, il y a de moins en moins de chenaux. Si vous allez dans l'île de la Commune, c'est-à-dire celle qui est juste en face de l'autre côté du Chenal du Nord, en face de Berthier, ce qu'on appelle l'île du Milieu, dont la moitié est l'île de la Commune, le Chenal du Milieu, il est en train de se combler. Il devient de plus en plus un marais. Un jour, il n'y aura plus qu'une île, alors qu'il y avait eu 2 ou 3 îles à un moment donné. L'île de la Commune, c'était l'île du Milieu. Moi, dans le livre, j'ai pris des photos. Il y a des gens qui amenaient encore des vaches et des chevaux, surtout. C'était splendide. C'est toute une organisation. Et l'île du Pas, au bout de l'île du Pas aussi. Qu'est-ce qu'il y a encore en vrac? Puisque, après tout, on est à Berthier. Ça vaut la peine de le connaître. Mais jamais, jamais, par exemple, les îles pourront supporter un tourisme de masse. Écologiquement, c'est fragile. Et Dieu merci, je vous le répète, je l'ai dit tantôt, il y a des règles. On ne construit pas n'importe où, ni n'importe comment, ni n'importe comment, ni n'importe quoi. Dieu merci. Mais je vous le répète, les gens qui prendraient leur temps, qui par exemple, je ne sais pas moi, avec une chaloupe, ou bien une paresseuse, il y a encore, tiens, il reste encore un chaland vers l'île du Chaume ou l'île des Plantes, où les gens traversent du foin dans un chaland en métal, c'est-à-dire une espèce de péniche. Ça vaut la peine de prendre son temps, de demander aux gens, mais comment vous faisiez? Parce qu'il n'y a pas si longtemps qu'il y a des ponts. Les ponts, ils datent juste la veille de la guerre. 39, là. 38-39, ça veut dire que le gouvernement canadien savait, évidemment, Dieu merci qu'il savait, que la guerre s'en venait. Et on voulait rejoindre très vite Sorel, alors par la route, évidemment la route du temps, qui était le chemin du roi, qui s'appelait aussi la route 2, elle s'appelait la route 2 bien sûr, avant de s'appeler 138, puis on pouvait communiquer évidemment très vite avec les ponts datent de ce moment-là. Il y a des gens qui ne s'aperçoivent même pas, quand ils traversent, à la traverse, qui arrivent de Sorel, qui repartent vers Berthier, qu'ils ont traversé des îles. Ils ont enjambé, ils passent des rivières sur des ponts, alors qu'ils sont sur des chenaux. Alors ça, en vrac, un paradis naturel. Dans la Naudière, dans le fond, il y a 2 grands pôles naturels. C'est le nord, c'est quasiment la forêt boréale des Saint-Michel. Pas quasiment. La forêt boréale commence à Saint-Michel. Déjà à Saint-Zénon, que je connais très bien, je viens de le dire. Saint-Zénon a 500 km² et 200 lacs, avec la forêt. Et à partir de Saint-Michel, mon Dieu, on pourrait partir de franc-nord, on pourrait aller jusque chez les Inuits, avec une boussole franc-nord, en traversant une voie ferrée. C'est tout. Alors vraiment, on est vraiment au bout de la route. Mais aussi, puis c'est un peu pour finir sur les îles, il y a un autre, alors ça c'est un endroit, il y a un personnage de notre histoire que j'admire depuis longtemps, depuis 1978, c'est Champlain. Et en 2009, j'ai sorti un livre
que j'ai appelé le rêve américain de Champlain. C'est la vie et l'œuvre surtout de Champlain, parce qu'on ne sait pas toute sa vie. Et par rapport aux îles, puis là je vais passer 2 ou 3 minutes s'il vous plaît là-dessus, il y a dans l'île Saint-Ignace un haut lieu qu'on va finir par mettre en valeur parce qu'il mérite d'être connu. En 1610, Champlain rencontre, puis je ne veux pas faire tout le contexte, parce qu'il y a eu une bataille du côté de Contrecoeur, puis après un lieu de rassemblement, qui s'appelait le Cap de Victoire, à l'île Saint-Ignace, où Champlain rencontre, parce que le rendez-vous avait été fixé l'année précédente, 3 Premières Nations qui comptent, les Montagnais, les Hurons, les Algonquins. Il les rencontre tous à l'île Saint-Ignace. Là, ils fêtent leur victoire contre les Iroquois et Champlain va inaugurer une politique absolument fondamentale qui doit être un des premiers Européens à faire. Il va pratiquer, et les Indiens sont d'accord, l'échange de jeunes hommes. Il va proposer d'envoyer un jeune Français et les Hurons vont lui prêter, entre guillemets, lui accorder une année de vie d'un jeune qui s'appelle Savignon. Et je veux dire maintenant le nom du petit Français, c'est rien d'autre que Étienne Brûlé, qui va faire sa marque comme coureur de bois. Puis ça visait, du côté de Champlain, d'envoyer des jeunes Français qui se familiariseraient avec la culture, avec le genre de vie, qui apprendraient la langue des Indiens, qui permettrait plus tard aux compagnies de fourrure, la traite des fourrures, puis même les Jésuites, quand ils iront, et les Récollets avant, quand ils iront évangéliser, mais d'abord permettre l'implantation française à travers une pratique économique qu'on appelle la traite. Donc en 1610, événement inaugural, échange de jeunes, donc une réussite diplomatique, vraiment, c'est une réussite, ça n'avait jamais été fait, puis ça va marcher. Champlain emmène le petit Savignon jusqu'à Paris. Le petit Savignon va raconter ça l'année suivante parce qu'il va le ramener en 1611. Le Français Étienne Brûlé est absolument emballé. Il va devenir absolument très près des Indiens, etc. 1623, encore dans le même coin, le frère Sagard, là, qui est récollet, qui s'en va évangéliser les Hurons, est sur place et il raconte qu'il voit le responsable de la compagnie de la Nouvelle-France qui, avec Champlain, doivent juger des Indiens pour un assassinat qu'ils ont fait contre 2 Français. Et il sort son épée et il la jette dans le fleuve en disant, voyez, l'arme, elle est nettoyée, elle disparaît, ainsi va disparaître le crime que vous avez pu commettre. Tout ça, c'est en l'île Saint-Ignace, au même endroit. C'est ce qu'on va mettre en valeur avec les gens de la MRC et les gens de la municipalité. Donc, vous voyez, les îles, au lieu de la nature, puis surtout au lieu du monde animal. Regardez, par exemple, les liards. Le seul relief dans un pays plat, par définition, c'est les liards, les grands peupliers, puisque les ormes sont morts. Avant, il y avait ces superbes. Maintenant, ils sont devenus une rareté. Ils sont devenus patrimoniales, dans le fond. Il y a très peu. Les animaux se mettaient à l'ombre des arbres. Mais depuis les grands arbres, il y en a un très beau en passant, à l'île aux Ours. Je crois, je ne me trompe pas. Si c'est pas l'île aux Ours, oui, c'est l'île aux Ours. C'est près de la, comment on appelle ça, la pourvoirie, qu'on appelle du lac Saint-Pierre. Ladue, monsieur Ladue. Oui, peut-être. C'est en fait la pourvoirie. On traverse la rive, le Chenail, puis il y a un très gros, c'est un des plus gros liards, c'est-à-dire peuplier de l'ombre. C'est le peuplier à feuilles deltoïdes, là je le dis le mot savant, parce qu'il y a des feuilles en forme de delta, tiens, comme nos îles. Puis je suis déjà venu avec des élèves, avec des étudiants, puis on était quoi, 4 ou 5, on n'arrivait pas à faire le tour du tronc. Puis on le voit de la pourvoirie. C'est un immense arbre. Tu sais, j'en finirais pas de parler des îles naturelles, historiques, légendaires. Il y a même une légende du curé, du fantôme de l'île, c'est-à-dire dans l'église. On pourrait parler des églises, parler de l'histoire des municipalités. Oui, je m'en tiens à les grands axes, non, les grandes thématiques que tout le monde peut aborder en s'y promenant, nature et histoire. Mais je le répète, beauté,
fragile. C'est presque un nom de totem. Bonté fragile. Donc, vous m'avez dit tout à l'heure, quand on reprend, que la Serbie, que vous étiez vraiment un amateur de la Serbie. Depuis qu'il est ouvert, je pense, je ne me demandais pas de date, mais enfin, disons que je ne sais pas s'il y a un mois qui passe, surtout à la belle saison, vraiment, là, je l'ai marché. Puis je l'ai marché, puis je l'ai même vu s'agrandir. J'ai même grimpé dans les tours. Là, vraiment, quelqu'un qui prend le temps. Mais puis, ce qui est bien, c'est que c'est silencieux. Tiens, en passant, tiens, une autre qualité des îles, le silence. Sauf de temps en temps, il y a des boats qui passent, des boats à moteur, comme dans le chemin du Nord, vous savez, qui sont un peu érigés à la verticale. Mais en gros, le silence. Le silence. La Serbie, pour moi, c'est, là aussi, c'est un sentier béni. En plus, c'est pas chromé, c'est pas un sentier où, d'abord, il n'y a pas de ravin, on ne peut pas tomber, on ne peut pas se tuer, on ne grimpe pas, c'est pas une montagne. Tout le monde peut aller là, puis les règlements sont respectés. Il n'y a pas beaucoup de bicyclettes qui passent là, il n'y a pas beaucoup de chiens errants. Et puis moi, j'ai même connu, mais je connais encore, le gardien, celui qui s'occupe là maintenant. La Serbie, j'en profite là, puisque je sais qu'il y a les gens de Berthier qui sont impliqués là-dedans. C'est ça que vous vouliez me faire dire. Regardez, j'ai encore passé devant tantôt. J'avais hâte parce que c'était inondé au printemps. Quand on suit le Chenail, justement, qui est en train de se combler, il y a un petit pont, une petite passerelle en bois. Arrêtez-vous, il y a 2 bancs, là, des bancs, comme des bancs publics dans un parc. Arrêtez-vous là, puis écoutez les grenouilles. Puis là, il y a les plus beaux, comment on appelle ça, ces fleurs, des nymphéas qui sortent de l'eau. Et puis, les oiseaux, les arbres, c'est le recueillement. Les gens devraient voir ça comme un haut lieu de recueil. La tour, moi j'ai attendu souvent la nuit en haut, là. Puis la ville n'est pas si éclairée, c'est quand même pas Montréal, Berthier. Le silence, la proximité, puis d'un monde aquatique. On n'est pas si souvent aussi près d'un monde où c'est l'eau qui domine. Encore pareil, comme j'ai dit tantôt, la faune, la flore, c'est quand même une flore à part. Dans la Serbie, c'est une immense, très bonne initiative. Ah oui. Bon, là, je pense que vous avez un livre en préparation. Oui, alors le dernier, là, il devrait, dans l'automne, genre, vous me réinviterez quand il sortira. Je suis en train de l'achever. En gros, je vais vous dire le thème, parce que le titre n'est pas encore vraiment... C'est aussi ambitieux parce que ça correspond à mes années de pratique, mes années de terrain, mes années d'enseignement, mes années d'études. C'est aussi ambitieux que qu'est-ce que ça veut dire être québécois? Qu'est-ce qu'être québécois, vous voyez? C'est à la fois l'histoire, la culture. D'où vient-on? Vous savez, d'où vient-on? Parce que pour savoir qui on est, c'est banal ce que je vais dire, mais maintenant c'est un peu vide quand on le dit, parce que c'est répété comme un slogan publicitaire. Si tu veux savoir qui tu es, il faut que tu saches. Puis moi, je pense que c'est même mieux, ça nous aiderait à savoir où on veut aller. Parce que vraiment, la plupart des gens qui ont réfléchi sur l'histoire, sur les peuples, sur les nations, ça revient toujours comme un leitmotiv. C'est quoi les débuts? Puis nous, on a la chance, on les voit, les débuts. Il y a un temps 0 ou un temps 1, c'est quand les Français s'installent. Il y a déjà des Indiens. Il va falloir vivre avec. Champlain, tiens, je le rattrape. Champlain a toujours écrit, dit, pensé, écrit, qu'il fallait s'entendre avec les Amérindiens parce qu'ils étaient les premiers habitants, les meilleurs connaisseurs, qui avaient les meilleures techniques, le canot, la raquette, pensez-y, le canot, ils savaient portager, ils savaient quoi manger, etc., etc. Et alors là, l'île Saint-Ignace, Cap-de-Victoire, le haut lieu dont je parle, ça se passe là, et ça montre bien comment Champlain était le héros, puis celui qui annonce, nous ne pouvons mieux que ça.
en 1634. Une année avant qu'il décède, il va mourir en 1635 à Québec. 1634, il dit à des Indiens qui sont sur le Saint-Laurent, qui s'en vont vers Québec. Je crois qu'il y a des Hurons, peut-être des Algonquins, puis c'est répété, il y a un jésuite qui est là, qui transcrit. Il dit aux Indiens, puis ça c'est invraisemblable, qu'un Français en 1630, un Européen, ait dit ça, surtout quand on pense à nos voisins du Sud, les États-Unis, quand on pense aux Espagnols au Mexique, quand on pense aux Portugais au Brésil, il n'y en a aucun qui aurait dit la phrase que je vais dire. Alors, nous marierons vos filles, non, mais nos gars marieront vos filles. Il dit ça aux Indiens. Et nous ne formerons qu'un seul peuple. Autrement dit, Champlain, il vise déjà à faire une nation franco-amérindienne. Il dit, c'est même pas, j'ai même pas besoin de scruter, c'est même pas entre les lignes, c'est dit. Alors, je le reviens, donc, 24 ans avant, 1610, il fait un accord à l'île Saint-Ignace, qui s'appelle le Cap de Victoire à l'époque. Il n'y a pas de nom à l'île Saint-Ignace. C'est plus tard qu'elle va s'appeler ainsi. Cap de Victoire, une entente, une réussite diplomatique, commerciale, et commerciale, parce qu'il la traite des fourrures. Autrement dit, il va s'implanter dans l'île Saint-Ignace, un lieu de traite, sans qu'il y ait une cabane. Il n'y a pas besoin de... C'est un lieu de rencontre, commercial, politique. Ça, c'est très important, parce que Champlain, il avait compris la géopolitique des Amérindiens. C'est quoi la carte? Les Hurons trafiquent des fourrures avec les gens qui viennent du Nord. C'est là que le réservoir des fourrures. Donc, il faut s'entendre avec les Hurons. Donc, c'est la marche vers l'ouest des Français. Parce que le grand rêve de Champlain, c'était d'atteindre le Pacifique pour aller vers la Chine. Le grand rêve, le grand rêve, c'était le chemin de la Chine. Et il prenait la bonne direction. Il demandait toujours aux Indiens, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté des Grands Lacs? Et parce que les Indiens disaient, il y a beaucoup d'eau, etc. Tous les Français vont continuer avec la véranderie, tiens, on aurait pu... Là, j'en ferai l'économie. La véranderie a passé quand même une quinzaine d'années à l'île aux Vaches, un peu plus loin. Il a élevé ses 6 enfants, donc dont 4 garçons, qui vont aller jusqu'au pied des Rocheuses. Eux aussi, qu'est-ce qu'ils cherchent? Comment peut-on aller au Pacifique? Quand ils sont au pied des Rocheuses, ils ne se doutent pas qu'il y a encore pas mal de centaines de kilomètres, parce que la Chine, c'est l'or, c'est les épices. Pendant que les Espagnols sont en train de s'enrichir au Mexique, comment ferait-on, nous? Ici, il y a de la fourrure. Au moins, il y a un Eldorado. L'Eldorado, pour nous, c'est la fourrure. Mais Champlain, c'est bien que la fourrure ne vaut pas l'or, ne vaut pas les diamants. Alors, c'est la Chine. C'est le rêve de... Pas le rêve, c'est ce qu'a fait Marco Polo. Christophe Colomb, c'est quoi son grand livre? C'est Marco Polo. Eh bien, Champlain, la même chose. Champlain, lui, tout le temps, toute son œuvre, comment ferait-on pour aller vers l'ouest? Dès qu'il a un Indien sous la main, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Savez-vous où ça va, etc., etc., etc. Alors, il était bien sur la route. Il ne veut plus trafiquer avec les montagnais. Vous voyez, il se rapproche. C'est lui qui va ouvrir Trois-Rivières, 1634. Et en 1611, il dit déjà, avant que les Maisonneuve et compagnie s'installent, en 1611, il remarque qu'il y a un lieu possible d'implantation. C'est à la Pointe-à-Gallière, là, vous voyez. Alors, vous voyez, Champlain, déjà, Québec, 1608. D'ailleurs, en passant, le premier choix d'installation de la fondation de ce qu'on appelle, c'était pas Québec, c'était Trois-Rivières. Il a choisi, entre guillemets, Québec, parce que c'était un territoire montagnais et que les premiers pourparlers s'étaient faits à Tadoussac en 1603 avec les montagnais. Et le territoire utile des montagnais allait jusqu'à Québec où il y avait déjà une sorte de péage. Oui, c'est à la fois compliqué. Alors oui, c'était déjà Trois-Rivières. Pourquoi Trois-Rivières? Parce qu'il y a une grande rivière qui s'appelle le Saint-Maurice, parce qu'il y a le lac Saint-Pierre, et surtout, beaucoup, parce que de l'autre côté, il y a une rivière qu'ils appelaient à l'époque la rivière des Iroquois, qui s'en va vers l'Atlantique, qui s'en va vers d'autres Indiens. C'est la route du Wampum qu'on appelle, là où habitent les Mahicans, etc. Dès 1603, Champlain, quand il ouvre Québec, il a l'œil déjà. Il a un pied à Québec, il a l'œil vers l'ouest. Ça, c'est très important pour comprendre l'œuvre de Champlain. Tout ça, c'est à cause des îles?
Donc, pour vous, Champlain, c'est vraiment le personnage central. Oui, c'est le fondateur. C'est le fondateur plus que le Québec. L'Amérique, la Franco-Amérique, l'Amérique francophone, si vous voulez. Ah bon. C'est-à-dire, notre présence ici, elle s'explique d'abord par la persévérance. Dieu sait s'il a traversé, il va traverser même 3 fois. L'Atlantique, il revient, il va voir le roi, il va voir Richelieu après quand le roi Henri IV est mort, le roi Louis XIII, etc. Et il ne sera jamais nommé gouverneur. Parce qu'au cas où vous me le demanderiez. Pourquoi il n'a jamais été nommé gouverneur? Parce qu'il n'était pas noble. Il était tout simplement ce qu'on appelle en termes savants un roturier. Son premier nom, c'est Samuel Champlain. Il n'y a pas de « de ». C'est plus tard qu'il va rajouter un petit « de ». C'est comme un parvenu. Dans son premier livre, en 1603, il signe Samuel Champlain. Puis il écrit « de Brouage », ça veut dire « qui vient de » ou « qui est né à Brouage ». Sans doute, je vous sais, j'ai fait une conférence là. Mais c'est pas un noble. La preuve, quand il meurt à Noël 1635. L'année suivante, au mois de juin, arrive un Français, le premier gouverneur, qui s'appelle Huot de Montmagny. C'est lui qui va donner le nom Saint-Ignace. En passant, il y aura après que des nobles qui vont être gouverneurs, pas intendants. Les intendants, c'est des bourgeois. Tous les gouverneurs représentent le roi, donc sont des nobles. Champlain ne l'était pas. Richelieu le nomme lieutenant. Pas plus. Pas plus. Ça aussi, c'est important à savoir. Oui, il y a beaucoup de choses à savoir. Alors, c'est mon héros, oui. C'est notre fondateur. Donc, vous avez un livre qui est en préparation. Là, c'est vraiment, comme vous avez parlé tout à l'heure, qui sommes-nous comme Québécois? Je pense que vous trouvez que malheureusement, actuellement, il y a comme une... Il y a comme un... Comment dire? C'est un vide, un manque. J'enseigne à l'université. Je les vois, les étudiants arriver. Ils arrivent du cégep. Donc, je vois bien... Je les vois, les lacunes, puis je les vois de plus en plus grandes. Puis, je veux dire, moi, j'ai rien contre la technique qui permet d'apprendre plus vite. Pas mieux, je ne suis pas sûr. Mais c'est une technique... Que voulez-vous? Ça ne peut pas nous dispenser d'apprendre, de retenir. Vous vous rappelez, autrefois, on apprenait même par cœur. Que voulez-vous, la mémoire? Il n'y a pas une machine qui se met à la place de notre cerveau puis qui mémorise quelques dates, quelques personnes. Un petit peuple comme nous, un petit peuple comme nous. C'est pour ça que ce livre-ci, c'est né de cette inquiétude-là. Vous savez, à la limite, même les espèces animales peuvent disparaître. Mieux que ça, disparaissent. On pourrait imaginer qu'on ne disparaîtra pas, mais on pourrait se folkloriser. On pourrait devenir l'équivalent des Louisianais, par exemple. Les Cajuns, pour ne pas les nommer. Il y a encore des gens qui parlent français en Louisiane, mais c'est du folklore. Zacharie Richard, c'est quand même pas Gilles Vigneault. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas porté par un peuple entier. Il n'a pas l'équivalent. Puis là, je vois bien que ça s'amenuise. Mais c'est surtout, moi, à travers les étudiants qui ont choisi histoire, où l'enseignement, la moitié de ma classe, est au bac d'enseignement secondaire. Ça ne vise pas chacun des étudiants. Ça vise la formation. Le programme d'histoire est à revoir vraiment. On n'a pas d'histoire nationale, ça veut dire l'histoire de qui? Qui est ce peuple-là qui s'est appelé Canadien-Français pendant des années, puis qui a changé à la fin des années 60 pour s'appeler Québécois? C'est intéressant, ça, parce que quand même, c'est de la référence à Québec. Qu'est-ce que c'est que ça? Puis c'est intéressant d'aller voir au tout début. Par exemple, que Champlain regarde vers ailleurs. Notre bougeotte qu'on a là, notre côté nomade, notre côté qui ne tient pas en place, notre côté, c'est qui aime changer, qui est à l'aise dans le changement, qui est peu conservateur, qui pense que le changement va de soi, puis qui est même souhaitable, et surtout qui est bon parce que nouveau, parce que changement. Ça commence dès le début, ça. Dès le début. Puis là, vous savez, en plus, il n'y avait pas de société. La société était plus égalitaire. Faut le savoir tout de suite. En plus, alors, société plus égalitaire, parce que vraiment, le roi est loin. On ne paye pas d'impôts en passant. On ne paye pas d'impôts au roi, en passant. Tous les gens qui s'installent. Ça, c'est absolument... En plus, beaucoup de jeunes hommes partaient comme coureurs de bois pour aller trafiquer la fourrure. Alors imaginez l'expérience que ça leur donnait. L'habitude
d'aller nomader, d'aller rencontrer les Indiens, d'être à l'aise avec le monde amérindien. Mais genre, il n'y a pas besoin d'en avoir plus que ça. L'habitude de bouger. L'habitude de bouger. Vous savez, on n'est pas un peuple de terriens, par exemple. Il peut y avoir beaucoup d'agriculteurs, il fallait bien manger. Quand on s'installe, on bûche la forêt, on la fait reculer, on laboure, puis on sème puis en même temps, on pêche beaucoup. Surtout les gens qui ont eu la chance d'habiter au bord du fleuve, c'était un beau vivier entre nous. Ouais. Il y avait beaucoup plus à manger dans le fleuve que dans la forêt. Ça aussi, c'est pas assez su. Il y avait beaucoup plus, je veux dire, en quantité et à la limite en qualité. Et même les anguilles, les gens les prenaient, les fumaient, les faisaient sécher. Ouais. C'était une manne, un vivier, comme on dit. Alors ça, il y a autre chose pour finir. Depuis le début, il n'y a que des catholiques, les Canadiens français sont catholiques. Autrement dit, notre culture, elle est catholique. Elle est évidemment chrétienne, mais plus précisément, la culture états-unienne des États-Unis, elle est à dominante protestante. Nous, elle est catholique. Qu'on aille à l'église ou qu'on n'y aille pas, ça ne change pas grand-chose. On est marqué par ce qu'on appelle la culture, qui se prend très mal en photo. Quand je dis on est de culture catholique, je ne peux pas vous donner une photo. Il faut simplement le savoir. Nos rapports aux autres, nos rapports à l'État viennent de notre héritage catholique. Que vous ayez été à l'église ou pas, que vous ayez fait baptiser vos enfants ou pas, ça ne change rien à l'histoire. Je le dis à mes étudiants aussi. Mais ce qui est dommage, c'est qu'on est perdu si vite. Qu'est-ce que c'était que la religion? Qu'est-ce que c'était l'Église? L'Église a abusé, mais il n'y a rien qui l'a remplacé. Dans notre vie, il y a qu'est-ce qui a remplacé? C'est quand même pas les fonctionnaires qui voudraient bien l'avoir remplacé, les curés. C'est-à-dire de nous dire quoi faire, quoi penser. Ah oui, il y a tout ça. En tout cas, le temps passe. En tout cas, ça a été un immense plaisir de vous recevoir. Et puis, quand vous aurez votre prochain livre, soit quand je vous invite de nouveau, ou quand vous me l'envoyez. Voilà, je vous l'enverrai d'abord, puis vous jugerez. Bon, ben, en tout cas, ça a été un immense plaisir. On pourrait en parler, puis en parler, puis en parler beaucoup. Je vous l'avais dit tantôt. Si vous me faites parler de ce que j'aime, de ce qui compte pour moi, de ce qui me fait bouger, de ce qui m'émeut et me travaille et me rend actif, je vous l'ai dit en quelques mots. Bon. Merci. Encore, merci beaucoup, la fille. Encore une fois, je m'adresse aux téléspectatrices et téléspectateurs. Ces deux livres-là, de M. Christian Morisonneau, vous les retrouvez à la bibliothèque, la librairie Martin à Joliette. Et puis, on a hâte que vous sortiez votre autre livre. Merci. C'est un plaisir. Merci beaucoup, là. Salut tout le monde, ici Martin Deschamps et vous écoutez CTRB. Salut. Chers téléspectatrices et chers téléspectateurs, notre émission tire déjà à sa fin. Comme vous avez pu le constater avec M. Christian Morisonneau, on aurait pu l'entendre encore, j'allais dire même des heures et des heures, tellement c'est passionnant, tellement l'histoire du Québec et de la région ici, là, est tellement passionnante qu'on aurait écouté pendant des heures. Donc, je remercie notre invité, M. Christian Morisonneau. Je remercie également, bien entendu, M. Michael Chevrette, notre technicien, qui fait un excellent travail. Je remercie également CTRB qui nous permet justement d'avoir cette émission. Encore une fois, en passant, là, CTRB, c'est 20 ans. Fait que c'est une télévision communautaire dynamique. Donc, on leur remercie beaucoup de nous permettre cette émission-là. Et bien entendu, cette émission-là existe à cause que vous, téléspectatrices et téléspectateurs, vous nous écoutez. Fait que je vous remercie également d'être présents à cette émission. Fait que, on pourra revenir soit en septembre pour la prochaine rencontre.
D'ici ce temps-là, passez un excellent été, puis beaucoup de lecture. La lecture, c'est quelque chose d'absolument passionnant. Merci beaucoup.